Alors, je dis tout de suite que non à la première question. L'urbanisme favorable à la santé n'est pas une idée nouvelle. Elle date de la naissance de l'urbanisme au XIXe siècle, qui a été aussi inventé pour lutter contre les épidémies et les crises sanitaires à répétition de cette époque. Après l'alliance entre urbanisme et santé, il y a eu une rupture à la fin des années 60 entre urbanisme et santé, et on a commencé à parler d'urbanisme favorable à la santé au milieu des années 80. C'est l'OMS qui a lancé le mouvement Ville Santé notamment, à cause aussi de la transition épidémiologique à cette époque, qui était due à l'explosion des maladies chroniques. Deuxième chose, c'est préciser la notion de santé, qui me semble un peu trop générique. Plus précisément, ce qui altère la santé, c'est ce qui m'intéresse. Donc, distinguer bien sûr santé physique et santé mentale, qui n'ont pas les mêmes causes, et distinguer également les causes qui menacent la santé. Les causes liées aux zoonoses, ces nouvelles maladies émergentes infectieuses, et qui sont dues surtout aux atteintes à la biodiversité. Les causes liées aux maladies infectieuses traditionnelles, et enfin les causes liées aux maladies chroniques, qui sont aujourd'hui les plus importantes, qui sont les premières causes de mortalité dans le monde aujourd'hui. Il est donc important d'identifier les causes pour pouvoir adapter ensuite les mesures urbanistiques adéquates. Il n'y a pas que la ville qui pose des problèmes. Il n'y a pas qu'un problème de santé urbaine, comme on dit, c'est-à-dire le milieu urbain responsable des pathologies. Il y a aussi des causes qui sont liées au système agricole, à l'agriculture intensive, aux pratiques de l'élevage industriel et qui se déroulent, comme on sait, dans les campagnes en général. C'est-à-dire que l'urbanisme favorable à la santé concerne l'aménagement du territoire en général, global, qui concerne aussi bien les villes, les campagnes, les petites villes, etc. Je veux dire, et qui sont en interdépendance. Je crois qu'il ne faut plus aujourd'hui opposer en plus ville et campagne. Un urbanisme favorable à la santé peut être aussi bien installé dans l'urbain que dans le non-urbain. Ça veut dire quoi? Un urbanisme favorable à la santé, ça veut dire qu'il ne présente pas de facteurs de risque pour les populations en termes d'impact sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'effet nocif à court, moyen ou long terme sur la vie et la qualité de vie des populations qui y vivent. Je vais vous prendre un exemple. Je sors d'un exposé avec des étudiants où on parlait des zones agricoles riveraines dans les zones rurales, riveraines des communes rurales. La qualité de vie de ces habitants dans le monde rural, c'est de bénéficier, en gros, on va dire, de la qualité de l'environnement rural avec des champs, des rivières, des bois, de la nature. Très bien. Et dès lors que vous vous trouvez face à une activité de type économique et de type agricole et qui va faire un usage de certains produits avec un risque on va dire, d'exposition aérienne de ces produits, vous entendez bien là qu'il y a une difficulté à faire cohabiter un mode de vie de résidents qui habitent un village avec une activité agricole où il y a un épandage aérien de pesticides notamment pour lesquels ça peut nuire à leur santé. Voilà. Donc vous voyez, c'est cette façon de concevoir les aménagements ou les installations qui doit être repensée aujourd'hui dans les formes de cohabitation, j'allais dire, entre les modes de vie. Il faut qu'il y ait des espaces protecteurs de santé, c'est-à-dire dans lesquels on ne se sent pas agressé par un environnement, on va dire, à risque. Je parlais ou d'activités à risque. Ça peut être le bruit ambiant, ça peut être la pollution atmosphérique. On va, mettons, être installé riverain ou résident dans un quartier avec des grandes infrastructures routières qui sont à l'origine de bruit, d'une ambiance sonore, d'une intensité importante lors des grands flux de circulation. Ça peut être surtout le stress pour les populations qui vivent, qui sont résidentes et riveraines. D'autre part, à cela s'ajoute la pollution de l'air liée aux émissions de ces véhicules. Donc tout ça sont des facteurs de stress, on appelle ça des stresseurs environnementaux pour la santé des populations, que l'on va retrouver sur certains périmètres urbains, la plupart du temps, c'est parce que c'est là où il y a la plus grande densité de population et de construction.
La deuxième famille des critères, ce serait celles qui sont dédiées à promouvoir la santé des populations, c'est-à-dire, moi, ce que j'appelle les espaces promoteurs de santé, hein. Des espaces qui permettent de circuler, d'aller prendre l'air sans se trouver exposé à des nuisances ou à des facteurs de risque, hein. Donc, ça peut être des airs naturels, des espaces de détente, mais sur lesquels il n'y a pas de source de nuisances et de risques pour la santé. Ma troisième catégorie, c'est celle qui est le critère plutôt d'accès à des services et à des activités sociales et économiques, hein, sur un territoire, de façon à ce qu'il y ait une répartition suffisante de services, mettons, publics d'accès aux soins, hospitaliers, médicaux, médico-sociaux, ou une offre médicale, du moins, une maison de santé, pourquoi pas, des services de type transport collectif, si possible, parce que dès lors qu'on va sur du individuel, eh bien, on se trouve souvent avec des flux de circulation qui sont contraignants, en définitive, pour beaucoup de monde, et puis aussi des accès à des services de type commerce et activités employeuses. Alors, les trois critères d'appréciation d'un urbanisme favorable à la santé sont un urbanisme qui identifie et cible les causes environnementales précises et qui tient compte aussi également des phénomènes de comorbidité, c'est-à-dire les relations entre les maladies, hein, que ce soit les maladies chroniques avec le Covid, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Deuxièmement, deuxième critère, un urbanisme qui mobilise dans sa démarche tous les acteurs concernés, et pas seulement les experts et les élus, mais aussi les citoyens, dans une véritable démocratie sanitaire. Et un troisième critère important pour moi, un urbanisme qui ne se réduit pas à la santé et qui ne réduit pas la ville aux problèmes sanitaires seulement, mais qui tient compte en même temps de toute sa complexité urbaine, de sa complexité socio-économique, culturelle, etc., de son urbanité, et qui articule justice sociale et justice environnementale et sanitaire. C'est cette notion d'intelligence collective. Alors, quand je dis intelligence collective, c'est comment on crée, avec plusieurs individualités, même parfois des groupes importants, hein, de taille importante, une intelligence dans laquelle chacun va apporter sa propre intelligence d'une situation. Dans un projet d'urbanisme, si possible favorable à la santé, on a besoin de toutes les intelligences, non seulement celle de la santé, si tant est qu'il y a des représentants notamment de la profession médicale, mais surtout pas que, hein, puisque la santé est une affaire de santé publique, et donc elle ne relève pas que de l'offre de soins, c'est aussi l'environnement dans lequel on peut avoir une santé protégée, préservée. Donc il faut penser aussi à des représentants de la protection des milieux et de l'environnement, on peut avoir des représentants de la société civile en tant que résidents. Voilà, c'est comment on associe différents acteurs qui ont différents centres d'intérêt à les faire converger vers une même représentation, on va dire, une même représentation ou un même schéma dans lequel l'aménagement et l'urbanisme vont servir de point d'achoppement, de point de travail collectif. Comment on fait cohabiter, d'une part, les activités qui peuvent être souvent en contradiction, je le citais tout à l'heure, hein, une activité périurbaine, rurale, d'agriculture avec une vie urbaine de résidence, ça peut créer des frictions, hein, entre riverains qui ne veulent pas subir, on va dire, l'environnement agricole avec des risques de produits de traitement, et puis l'agriculture qui a envie de maintenir son tissu économique et son activité, et donc maintenir et protéger ses cultures. Vous voyez, on est sur des points de tension très très forts. L'intelligence collective, c'est de mettre en évidence ces points de contradiction et de conflits potentiels, d'usage, de conflits d'intérêts aussi, et donc conflits d'occupation des activités humaines sur un même périmètre. Et de trouver les voies de résolution, c'est là le plus difficile, hein, par des combinaisons qui ne soient pas au détriment toujours d'une population ou qui favorisent justement une conciliation. La principale clé de réussite d'un urbanisme favorable à la santé et à sa mise en œuvre, pour moi, est double. Cette clé est double. D'une part, il faut développer la recherche sur ce qu'on pourrait appeler un éco-urbanisme intégrant la santé environnementale, et puis renforcer la formation en santé environnementale pour tous les acteurs de l'aménagement, que ce soit les élus, les experts, c'est-à-dire les urbanistes, les architectes, les aménageurs,
les médecins, les professionnels de la santé, etc. Et les citoyens, en direction desquels il faut faire une large information sur la santé environnementale et avec une transparence des données. Donc, construire un savoir commun et une culture commune à partager, en rappelant que la santé, c'est plus que l'hôpital et que la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes, c'est-à-dire une santé globale.